Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie pour la convocation de cette troisième réunion d'urgence sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, ainsi que l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Monsieur Chia Huang, pour leurs exposés respectifs. Je salue également la présence des représentants permanents des différents pays de la région des Grands Lacs, ici présents. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement, sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF M23. Oui, des enfants, abattus comme des cibles. Que reste-t-il de l'humanité lorsque même les plus jeunes, les plus innocents sont exécutés? Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ont unanimement condamné la présence rwandaise sur notre sol. Ce fait n'est plus contesté. 2 sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité, réuni au niveau des chefs d'État le 14 février, a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC. En d'autres termes, le Rwanda. Le Rwanda et le M23 ont répondu et continuent de répondre par la violence, par la terreur. Face à l'aggravation rapide de la situation, de nombreux acteurs ont réagi en faisant ce qu'ils savent faire de mieux. Documenter les violations des droits de l'homme, ouvrir la voie à des poursuites pénales, poser des actes forts, mais essentiellement
réactif. Nous saluons la récente décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC, ainsi que l'appel de la CPI à recueillir des éléments de preuve sur ces crimes pour traduire les responsables en justice. Nous appuyons également la résolution du Parlement européen demandant la suspension de l'accord sur les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, signé en février 2024, alors que Kigali armait le M23. Mais ce Conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Mais la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre. Nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui, depuis 3 décennies, s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. Le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté. Mais le peuple congolais dit non. Un peuple dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, un peuple marqué par la guerre et les promesses ajournées, mais qui refuse la loi des armes. Il veut choisir ses dirigeants dans les urnes et non sous la menace des canons. Il refuse d'être la génération sacrifiée d'une violence imposée de l'extérieur. Monsieur le Président, ce Conseil doit intervenir. Le Conseil ne peut se contenter de rester silencieux face à ce drame. Il ne peut pas se cacher derrière des déclarations d'intention. Le moment est venu de faire respecter les principes qui définissent cette institution, la paix, la sécurité, le respect du droit international. Le droit international est universel, il s'applique à tous. Même s'il faut aspirer à des solutions africaines, on ne peut pas rester les bras croisés lorsque des civils sont tués. Ce n'est pas la solution, et c'est en tout cas pas une solution africaine. Nous réitérons qu'il y a urgence à prendre des mesures. Nous exigeons une action immédiate. Le Conseil de sécurité doit tout d'abord exiger que le Rwanda cesse les hostilités. Il faut exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire de l'RDC. Ces forces ont foulé aux pieds le droit international, entraînant dans leur sillage la mort, la dévastation. Elles ont violé notre souveraineté. Leur retrait n'est pas négociable. Ce retrait est impératif. Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures. Un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale
tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus décédés en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé au pied les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées. Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Le Président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Je vous remercie. Monsieur le Président, le Rwanda salue les efforts de la région dirigés par la CAE et la SADC, en particulier le sommet conjoint organisé à Dar es Salaam le 8 février dernier. Ce sommet conjoint a eu des résultats positifs, y compris premièrement un appel à un cessez-le-feu, deuxièmement un appui humanitaire urgent, et troisièmement la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi, qui doivent être dirigés par un groupe de facilitateurs de différentes régions sous la présidence du président Lorenzo. Le sommet conjoint CAE-SADC a également prévu la reprise des négociations directes du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23. Ces résultats ont été approuvés par une réunion extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État le 14 février 2025, ainsi que l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui a eu lieu les 15 et 16 février 2025. Monsieur le Président, le Rwanda se félicite de l'appui des membres du Conseil qui tiennent à des solutions dirigées par les Africains. Nous continuons à pleinement participer à ces efforts et continuons à les appuyer de bonne foi et avec notre plein engagement. Cependant, nous devons condamner les actes de ceux, y compris la RDC, qui entravent ces efforts en faisant du lobbying auprès des capitales occidentales plutôt que de travailler avec les dirigeants africains et les mécanismes régionaux. Malgré la nature si importante des récentes discussions régionales, la RDC a constamment opté pour une présence virtuelle ou pour la non-participation. Lorsque les dirigeants de la région se sont réunis au sommet de l'Union africaine pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le président de la RDC, le président Tshisekedi, se trouvait, lui, à la conférence de sécurité de Munich et continuait à appeler à des sanctions contre le Rwanda plutôt que de mener un dialogue direct. D'autres chefs d'État étaient présents à Addis Abeba pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc le principal bénéficiaire de ces discussions aurait gagné à être présent dans la salle. Je ne saurais trop insister. Le leadership africain doit déterminer les règlements de ce conflit.
le fait de ne pas appuyer les solutions régionales a aggravé l'instabilité par le passé. C'est pourquoi le Rwanda appelle à la pleine approbation des résultats du sommet conjoint CAE-SADC appuyé par l'Union africaine. De plus, au cœur de cette crise, il y a une alliance dangereuse entre le gouvernement de l'RDC et des acteurs extérieurs, principalement la milice génocidaire des FDLR, qui utilise une rhétorique ethnique et l'extrémisme depuis des décennies, mais également les forces burundaises, les SAMI RDC, ainsi que des mercenaires européens. Au lieu de s'engager en faveur d'un dialogue inclusif, la RDC a constamment entravé les mécanismes régionaux, dressé les blocs régionaux les uns contre les autres, ignoré les cessez-le-feu, refusé le dialogue avec sa propre population et mené une escalade des violences ethniques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis la chute de Goma, les dirigeants de la région ont œuvré sans relâche pour parvenir à la paix. Cependant, le gouvernement de la RDC a répondu en renforçant ses lignes de front avec davantage de soldats et de forces burundaises. Cette militarisation irresponsable, alliée à une incitation à la violence parrainée par l'État, a créé un environnement de non-droit. La distribution incontrôlée d'armes ont même fait que des milices qui jusque-là étaient alignées sur le gouvernement RDC à se retourner contre Kinshasa. Quand un acteur étatique distribue des armes à des groupes armés malveillants, le résultat c'est le chaos. Et ce que nous avons constaté avec toutes les vies perdues, ça a été provoqué par le fait qu'on a distribué des milliers d'armes à tous ces jeunes et on les a mobilisés les uns contre les autres. Et voilà le résultat. Des déclarations incendiaires de responsables de la RDC, notamment celles prononcées par la ministre lors de la séance précédente du Conseil le 29 janvier, qui appelle à la rue à prendre le contrôle, ont aggravé la situation. Et d'ailleurs, après la déclaration de la ministre au Conseil, nous avons constaté des cas de mobilisation des jeunes par des milices armées au sud Kivu, dirigés par des officiers connus des FARDC. Armer des jeunes civils dans un contexte déjà instable est non seulement irresponsable, mais c'est clairement une incitation à la haine et à la violence. Et il y a ici beaucoup de désinformation. Lorsque les FARDC distribuaient des armes et armaient des enfants, personne n'en a parlé. Personne n'a rien dit. Et maintenant, vous constatez des mésinformations concernant des exécutions d'enfants. Je le répète, la prolifération d'armes menées par un acteur étatique à des groupes armés mal intentionnés. Et il y a plus de 250 groupes armés connus en RDC. C'est une recette pour une catastrophe, la catastrophe à laquelle nous continuons à assister. Les armes devraient être distribuées à des officiers, à des soldats formés. La situation en est arrivée au point où il y a énormément de difficultés humanitaires. Le Rwanda ne peut pas être accusé des problèmes dont la RDC est responsable. Comme l'a dit le président Kagame à Addis Abeba, je cite, nous avons nos propres problèmes auxquels nous devons faire face. Le Congo est trop grand pour que le Rwanda puisse le soutenir et le porter sur son dos. Le Rwanda n'est pas intéressé par les conflits internes à RDC. Les allégations de saisie de terre ou d'occupation ignorent les déséquilibres en matière de pouvoir qui ont lieu en RDC. Notre seule priorité a toujours été et sera toujours la sécurité de nos frontières et la stabilité de notre pays. Nous n'avons cessé de le répéter. Quelle est la menace sécuritaire existentielle pour le Rwanda qui provient de la RDC? Nous la prenons très au sérieux. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Rwanda continue à accueillir des réfugiés qui fuient les violences en RDC, malgré des appels persistants de la part de la RDC et de ses alliés à imposer des sanctions contre le Rwanda. Paradoxalement, parmi ceux qui franchissent la frontière vers le Rwanda,
on trouve les mêmes menaces sécuritaires contre lesquelles nous avons régulièrement averti le Conseil. Le 29 janvier, plus de 180 mercenaires étrangers ainsi que plus de 100 soldats congolais sont entrés sur le territoire Rwanda, ce qui a montré que les FARDC utilisent depuis longtemps des combattants étrangers. Il n'y a aucune réaction de la communauté internationale. Mais comme nous l'avons constamment dit, l'utilisation de mercenaires par des acteurs étatiques va à l'encontre de la Convention de 1989 des Nations Unies et la Convention de 1979 de l'Union africaine qui interdit l'utilisation de mercenaires par les États. Plus préoccupant encore est le fait que la communauté internationale ne veut pas faire face aux menaces existentielles auxquelles est confronté le Rwanda, la purification ethnique contre les Tutsis congolais et la mauvaise interprétation du conflit. Au lieu de reconnaître la responsabilité de l'RDC, on a commodément accusé d'abord le Rwanda et maintenant l'ancien président Joseph Kabila. Où s'arrêtera-t-on? Quelqu'un ici doit assumer ses responsabilités. La réalité a toujours été claire. La renaissance du M23 s'explique par la persécution pendant des décennies des communautés congolaises sur la base de leur ethnicité, bien avant le gouvernement rwandais actuel. Le Rwanda a constamment averti que les FDLR jouent un rôle central dans cette crise. Depuis 2018, plus de 20 incursions ont été lancées vers le Rwanda, en particulier dans la province du Sud et dans la région du Nord-Ouest. Malgré les affirmations selon lesquelles les FDLR sont affaiblis, sa coopération active et son financement par la FARDC prouvent le contraire. Le gouvernement de la RDC doit reconnaître que sa coalition avec la FDLR déstabilise le Rwanda et perpétue les souffrances des civils congolais. Si l'on ignore le rôle des FDLR, on ne pourra pas demander des comptes aux ceux qui sont responsables de l'exportation des idéologies extrémistes au-delà des frontières du Rwanda. Mais au-delà des FDLR, le Rwanda est également préoccupé par un très grand nombre de forces étrangères déployées le long de ses frontières, à savoir les forces burundaises, qui souscrivent à la même idéologie ethnique que les FDLR, les semi-DRC et des mercenaires. Nous sommes également préoccupés par le fait que le président de la RDC demande davantage de forces étrangères qu'il demande à d'autres pays africains. Toutes ces forces étrangères doivent se retirer de l'Est de l'RD. Les FARDC, les forces burundaises et les forces du FDLR ont retourné leurs armes contre le Rwanda. Ils ont tué 16 civils innocents et blessé 177 civils. Ils ont détruit des biens, des moyens de subsistance. Pourtant, aucun pays n'a condamné cette violation flagrante de la souveraineté du Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'autre choix que de renforcer ses défenses et il continuera à le faire. Monsieur le Président, s'agissant de la MONUSCO, nous avons été extrêmement clairs. La position du Rwanda reste que les soldats de la paix doivent jouer la sécurité, ils doivent être protégés. C'est la règle que nous respectons, nous n'avons cessé de le répéter. Cependant, la transparence est également extrêmement importante. Il est essentiel que le Conseil dispose d'informations exactes. Je pense qu'il y a des informations essentielles dont Mme Keïta aurait dû faire part au Conseil, notamment la coopération de la MONUSCO avec le M23, notamment le résultat d'une réunion hier entre Viviane Van Appel et Kone Langa, le dirigeant d'un groupe armé. Je pense qu'il aurait été essentiel de communiquer cette information afin qu'au moins le Conseil soit au courant. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'exploitation des minerais, les partis responsables sont bien connus. On sait bien qui exploite la RDC. Le Rwanda n'a pas de concession minière en RDC, mais nous continuons à être accusés à tort. L'affirmation selon laquelle les ressources minérales attisent le conflit sont fausses et insultantes. Le M23 sont des personnes qui se battent pour leur droit à leur survie, pour leur propriété, leurs biens ancestraux. On ne peut pas accuser le Rwanda des dysfonctions économiques de la RDC. Ce sont les responsables congolais qui profitent le plus de l'instabilité et de la corruption du secteur minier. Alors que le Rwanda a toujours promu un approvisionnement responsable
et à lutter contre la contrebande et les activités illégales. Le Rwanda reste attaché aux mécanismes régionaux pour neutraliser les FDLR et pour garantir le retrait de toutes les forces étrangères qui menacent notre sécurité. Ces mesures sont essentielles pour la stabilité du Rwanda et pour une paix durable de la région. Une fois que ces conditions ont été réunies, le Rwanda ajustera ses mesures défensives. Nous exhortons la RDC à véritablement participer au processus de PCAE-SADC. Nous appelons la communauté internationale à appuyer ces initiatives dirigées par les Africains plutôt que d'imposer des mesures contre-productives. Si les sanctions ou les mesures punitives étaient la solution aux problèmes de la région, le Rwanda serait la première à les appuyer. Mais l'histoire nous a enseigné que c'est l'inverse qui est vrai. Ces sanctions ne font qu'aggraver les divisions et entraver les efforts de paix régionaux. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le Rwanda continue à être convaincu du fait que l'avenir de notre région dépend de l'unité, de la prospérité partagée et d'une paix inclusive. Les liens historiques et culturels entre nos communautés ont un immense potentiel qui n'a pas été exploité. Nous espérons que grâce au dialogue et à la coopération, nous pourrons parvenir à la paix et au développement durable dont cette région a tant besoin. Je vous remercie.